En août 1998, la famille Dubois, Marc, Hélène, et leurs 2 enfants, Léa et Simon, s'est volatilisée sans laisser de traces dans le petit village alpin de Valvierges. Pendant 15 longues années, leur sort est resté l'un des plus grands mystères non résolus de France, une plaie ouverte dans la mémoire collective de cette communauté montagnarde. L'affaire a été classée. Les espoirs se sont éteints, et le silence a recouvert la tragédie. Jusqu'à ce qu'en 2013, une simple cassette VHS, retrouvée par hasard dans le grenier d'une vieille auberge en rénovation, ne vienne tout changer, révélant une vérité bien plus sombre que tout ce que les enquêteurs avaient pu imaginer. Comment une histoire aussi terrible a-t-elle pu rester enfouie si près de tous, pendant si longtemps? Avant de vous raconter comment les images innocentes de cette cassette de vacances ont brisé 15 ans de silence, et surtout, pourquoi les 5 dernières minutes avaient été méticuleusement effacées, dites-nous dans les commentaires depuis quel pays ou quelle ville vous nous suivez, et pensez à vous abonner. Car la chaîne d'événements que cette découverte a déclenchée dépasse l'entendement, et révèle que les monstres ne se cachent pas toujours dans les ombres, mais parfois en pleine lumière, au sein même de la communauté que l'on pense connaître. Vous ne voudrez pas manquer comment un simple ruban magnétique est devenu la clé d'une conspiration locale qui a coûté la vie à 4 personnes. La famille Dubois était l'incarnation même de la normalité heureuse. Marc, 42 ans, était un architecte respecté à Paris, un homme méthodique et protecteur. Hélène, 40 ans, tenait une petite librairie, et insufflait à sa famille une passion pour les histoires. Léa, à 16 ans, traversait cette phase adolescente entre cynisme et rêve, son œil constamment derrière le viseur de sa nouvelle caméra VHS, son journal intime visuel. Et puis il y avait Simon, 9 ans, un garçon plein d'énergie, fasciné par les insectes et les secrets que la forêt pouvait cacher. Leurs vacances à Valvierges étaient un rituel, une pause annuelle loin de l'agitation de la ville. Personne n'aurait pu imaginer que ce havre de paix deviendrait leur tombeau. Leur dernière journée connue a commencé comme toutes les autres. Ils ont pris le petit déjeuner à l'auberge du village, leur rire se mêlant au son des cloches des vaches dans les pâturages. Vers 10 heures du matin, ils ont été vus pour la dernière fois, quittant leur voiture, une Peugeot 406 Break, au départ d'un sentier de randonnée populaire menant à une cascade. Lorsque la nuit est tombée et qu'ils n'étaient pas revenus, l'aubergiste a donné l'alerte. Les gendarmes ont retrouvé le véhicule intact. À l'intérieur, sur le siège passager, se trouvaient les portefeuilles, les passeports, et même un sachet de bonbons à moitié entamé. Tout indiquait un départ pour une courte balade. Mais, sur le sentier il n'y avait rien. Aucune trace de lutte, aucun vêtement déchiré, aucun signe de panique. C'était comme s'il s'était évaporé. L'enquête initiale, menée par un jeune lieutenant de gendarmerie, Jean-Luc Girard, s'est rapidement heurtée à un mur. Des dizaines de volontaires du village ont participé aux recherches, quadrillant la forêt pendant des semaines. Des hélicoptères ont survolé la vallée, des chiens pisteurs ont été déployés, mais en vain. La montagne, si belle et si accueillante en apparence, semblait avoir avalé la famille Dubois. Girard a interrogé chaque habitant de Valvierges, un village où tout le monde se connaît. Mais il a senti une réticence, un malaise. Les regards se baissaient. Les réponses étaient courtes, comme si une consigne de silence avait été passée. Le jeune gendarme, venu de l'extérieur, a compris que cette communauté soudée gardait ses secrets aussi précieusement que ses traditions. Pour Claire, la sœur cadette d'Hélène, le temps s'est arrêté en cet été 1998. Elle a passé les mois, puis les années suivantes, dans une agonie indicible. L'absence de corps, l'absence de réponse, l'ont plongée dans ce que les psychologues appellent une « perte ambiguë ». Comment faire son deuil sans savoir ce qui est arrivé? Chaque sonnerie de téléphone ravivait un espoir insensé, chaque article de journal sur une découverte macabre la plongeait dans la terreur. Elle a vu les enquêteurs se succéder, les théories les plus folles circuler, enlèvement par une secte, fugue volontaire, accident tragique dissimulé. Mais au fond d'elle, elle sentait que la vérité était là, à Valvierges, cachée derrière les volets clos, et les sourires de façade d'un village, qui voulait à tout prix oublier. Les années ont passé, transformant le drame en une légende locale, une histoire que l'on racontait aux touristes pour leur donner le frisson. Le dossier Dubois est devenu une pile de papier prenant la poussière dans les archives de la gendarmerie. Le lieutenant Girard, désormais commandant, portait cette affaire comme l'échec de sa carrière, une ombre qui le suivait partout. La douleur de Claire s'est muée en une détermination froide. Elle retournait à Valvierges chaque été, au moment de l'anniversaire de la disparition, arpentant les mêmes sentiers, scrutant les visages des habitants, cherchant une fissure dans le mur de silence. Elle était devenue le fantôme vivant de sa famille disparue. Un rappel constant de la question qui hantait la vallée, où sont les Dubois?
La communauté de Valvierges, elle, avait appris à vivre avec son secret. La peur initiale s'était transformée en une sorte de pacte tacite. On n'évoquait plus l'affaire. Les enfants qui avaient 10 ans en 1998 étaient devenus des adultes, et pour eux, la disparition de la famille parisienne était une histoire ancienne, presque mythologique. Le village avait retrouvé sa réputation de carte postale, sa tranquillité apparente. Mais, sous la surface, le poison de la suspicion n'avait jamais vraiment disparu. Des familles s'étaient brouillées, des amitiés s'étaient brisées à cause d'un mot de trop ou d'un regard accusateur. Valvierges n'était plus un havre de paix, mais une scène de crime dont les traces avaient été effacées par le temps. Puis, en 2013, 15 ans après les faits, le destin a frappé de la manière la plus inattendue. La vieille auberge où les Dubois avaient séjourné pour la dernière fois a été vendue. Les anciens propriétaires, un couple âgé et fatigué, sont partis à la retraite, emportant leurs souvenirs et leur silence. Le nouveau propriétaire, un jeune homme de Lyon cherchant à fuir la ville, a entrepris de vider le grenier, une pièce oubliée remplie de décennies de bric-à-brac. C'est là, dans une boîte en carton moisi, sous une pile de vieux magazines, qu'il a trouvé une collection de cassettes VHS. L'une d'elles portait une étiquette manuscrite, à l'écriture d'adolescente, Vacances du Bois 98. Sans comprendre l'importance de sa découverte, le jeune homme a d'abord pensé jeter la cassette. Mais le nom Dubois-Sy a fait écho en lui. Il avait entendu la légende locale. Par curiosité, ou peut-être par une intuition inexplicable, il a décidé de la remettre à la gendarmerie locale. La cassette est arrivée sur le bureau du commandant Girard. Le voir a été un choc. 15 ans plus tard, l'objet qui contenait peut-être la clé de son plus grand échec professionnel était là, devant lui. Avec un mélange de scepticisme et d'excitation fébrile, il a inséré la bande dans un vieux magnétoscope. Les premières images sont apparues sur l'écran, tremblotantes et saturées de couleurs passées. Le visage souriant de Léa, filmant sa propre famille dans la voiture qui les menait vers leur dernier été. Sur l'écran du petit téléviseur de son bureau, le commandant Girard voyait revivre une famille qu'il n'avait connue que sur des photographies jaunies. Les images étaient amateurs, pleines de vie, capturées par l'œil de Léa. On y voyait Marc au volant, taquinant sa femme Hélène, qui essayait de lire une carte routière. On entendait le rire de Simon à l'arrière, demandant sans cesse « On est bientôt arrivé ?» Chaque seconde de cette bande était une célébration de la banalité heureuse. Un bonheur si ordinaire qu'il en devenait poignant. Pour Girard, c'était comme regarder des fantômes. Il savait que chaque sourire, chaque éclat de rire, les rapprochait inexorablement d'une fin terrible. Il ne regardait pas des souvenirs de vacances, mais le prologue d'une tragédie, et une boule d'angoisse se formait dans son ventre. Les premières semaines de l'enquête, en 1998, avaient été un chaos organisé. Des centaines de gendarmes, de pompiers et de volontaires civils avaient ratissé chaque recoin de la montagne. Les équipes cynophiles perdaient la piste à quelques centaines de mètres du parking, comme si la famille s'était envolée. Les plongeurs avaient sondé les lacs glaciaires, ne trouvant que le silence froid des profondeurs. La topographie elle-même était un adversaire. La forêt était dense, parsemée de crevasses, et d'anciennes galeries de mines oubliées. Chaque jour de recherche infructueuse renforçait ce sentiment d'impuissance, et l'idée terrifiante que la montagne, si majestueuse, pouvait garder ses secrets pour l'éternité. La nature avait effacé leurs pas, et l'espoir s'érodait avec la même lenteur que la roche sous le vent. Le jeune lieutenant Girard de l'époque s'était heurté non seulement à la montagne, mais aussi au silence des hommes. À Valvierges, les réponses à ces questions étaient polies, mais courtes. Les regards fuyaient, les portes se refermaient doucement. Il sentait un malaise palpable, une réticence collective à s'impliquer. Il avait l'impression que la communauté s'était refermée sur elle-même comme une huître, protégeant un secret, ou peut-être simplement se protégeant d'une vérité trop dérangeante. Cette solidarité silencieuse, qui faisait la force du village en temps normal, devenait son plus grand obstacle. Girard a compris que pour résoudre cette affaire, il ne devrait pas seulement conquérir la montagne, mais aussi percer l'armure d'une communauté soudée par la peur et la méfiance. Pour Claire, la sœur d'Hélène, chaque jour était une torture. Elle avait quitté son travail, sa vie, pour s'installer temporairement près de Valvierges, dans un petit hôtel impersonnel. Elle passait ses journées à harceler la gendarmerie, à placarder des affiches, avec les visages souriants de sa sœur, de son beau-frère, et de ses neveux. Des visages qui, avec le temps, devenaient des masques figés de bonheur perdu. Elle se sentait coupable de vivre, de respirer, alors qu'eux étaient peut-être en train de souffrir quelque part. La frustration envers l'enquête qui patinait, se mêlait à une colère sourde contre ce village qui semblait si indifférent à son drame. Elle arpentait les rues, fixant les habitants dans les yeux,
cherchant une lueur, un signe, une fissure dans leur mutisme. L'incertitude était un poison lent. Contrairement à un deuil classique, la disparition ne laissait aucune place au recueillement. Il n'y avait pas de corps à pleurer, pas de cérémonie pour dire adieu. L'espoir, aussi cruel soit-il, refusait de mourir. Chaque voiture qui ralentissait devant chez elle, chaque appel d'un numéro inconnu, faisait battre son cœur d'une manière insoutenable. Elle imaginait tous les scénarios possibles, de l'accident au crime le plus sordide, et son esprit tournait en boucle, sans jamais trouver de repos. Les psychologues appelaient cela la perte ambiguë, une blessure psychique qui ne se referme jamais. Pour Claire, c'était simplement l'enfer. Un enfer où elle était condamnée à attendre un verdict qui ne venait jamais, piégée entre le monde des vivants et celui des disparus. Au bout de 2 ans, l'enquête active fut officiellement suspendue. Le dossier Dubois fut classé non élucidé, et relégué dans une armoire métallique, rejoignant d'autres tragédies sans réponse. Pour le monde extérieur, l'affaire était terminée. Les journalistes ne venaient plus. Les touristes recommençaient à voir Valvierges comme une simple carte postale. Mais pour Claire, rien n'était terminé. Elle devint l'archiviste solitaire de la mémoire de sa famille. Elle continuait d'appeler Girard, devenu son seul lien avec une justice qui semblait avoir abandonné. Elle luttait contre l'oubli, une bataille épuisante et solitaire, car elle savait que si elle arrêtait, si elle acceptait le silence, ce serait comme les laisser mourir une seconde fois. À Valvierges, la vie avait repris son cours mais la cicatrice était restée. La disparition de la famille Dubois était devenue un tabou, une histoire sombre que l'on ne racontait qu'à voix basse. Les enfants qui avaient joué dans les rues en 1998 étaient devenus des adultes qui évitaient le sujet. Le silence avait acheté une paix précaire. Mais il avait aussi laissé des traces indélébiles. Des amitiés de longue date s'étaient brisées sur un soupçon, des familles s'étaient éloignées à cause d'un mot de trop. Le village portait sa culpabilité collective comme un vêtement invisible. Chacun savait, ou du moins soupçonnait, que la vérité n'était pas loin, qu'elle dormait peut-être chez un voisin, derrière un visage familier croisé tous les jours à la boulangerie. En 2004, 6 ans après la disparition, une lueur d'espoir absurde avait ravivé la douleur. Un randonneur avait découvert un sac à dos d'enfant usé par les éléments, dans une zone reculée qui n'avait pas été fouillée à l'origine. Le cœur de Claire s'était emballé. Girard avait immédiatement rouvert le dossier. Les analyses furent lancées dans l'urgence. Pendant une semaine, Claire a vécu dans une attente fébrile, un mélange d'effroi et d'espérance. La réponse fut une nouvelle fois brutale. Le sac à dos était bien trop récent, et n'avait aucun lien avec la famille Dubois. Cette fausse piste fut peut-être pire que le silence. Elle avait rouvert la plaie à vif, rappelant à Claire que même après toutes ces années elle était toujours à la merci du moindre hasard, de la moindre illusion. De retour dans son bureau en 2013, le commandant Girard avançait la bande vidéo, le cœur lourd. Il avait dépassé les scènes de pique-nique et les plans maladroits sur les sommets alpins. C'est alors qu'il commença à remarquer des détails qui, à l'époque, auraient semblé insignifiants. Un homme, un habitant du village qu'il reconnut immédiatement, apparaissait plusieurs fois en arrière-plan. Il ne souriait pas. Son regard était dur, fixé sur la famille. Puis, une autre séquence, filmée de loin par Léa, montrait son père Marc en pleine discussion avec ce même homme, au bord d'un chemin. La distance empêchait d'entendre les mots, mais le langage corporel était sans équivoque. La conversation était tendue, presque hostile. Girard se pencha vers l'écran. 15 ans plus tard, la caméra d'une adolescente lui offrait la première piste tangible. Puis, l'image a sauté. Un grésillement strident a remplacé le son ambiant de la montagne. L'écran s'est rempli de neige blanche et noire. La bande continuait de tourner, mais il n'y avait plus rien. Rien, pendant exactement 5 minutes, avant la fin de la cassette. Girard a rembobiné, a relancé. Le résultat était le même. Ce n'était pas un défaut de la bande, pas un accident, la coupure était trop nette, c'était une suppression. Quelqu'un avait délibérément effacé les derniers instants de vie de la famille Dubois. Une sueur froide a perlé sur le front du commandant. Le secret n'était pas dans ce que la cassette montrait mais dans ce qu'elle cachait. Et il venait de comprendre que sa mission était désormais de faire parler ce silence, ce vide de 5 minutes qui hurlait la vérité. Le commandant Girard sentit le poids des 15 années de silence s'abattre sur lui. Ce n'était plus une affaire classée, une simple tragédie de la montagne. C'était un homicide, suivi d'une dissimulation méticuleuse. Quelqu'un avait non seulement assisté au dernier moment de la famille Dubois, mais avait aussi eu le sang-froid de prendre leur caméra, de visionner les images, et d'effacer précisément la partie qui contenait la vérité. Cette action délibérée transformait la nature même du crime. Ce n'était plus une disparition mystérieuse, mais une exécution dont le témoin principal était cette petite bande magnétique. Pour la première fois depuis 1998, Girard ne se sentait plus impuissant face à un mystère, mais enragé face à un adversaire bien réel,
un adversaire qui avait vécu tranquillement à Valvierges pendant tout ce temps. Sa première action fut de se replonger dans les archives poussiéreuses de l'affaire. Il cherchait le visage de l'homme que Léa avait filmé. Après des heures à comparer les photos de la vidéo avec les fiches d'audition de l'époque, il le trouva. Joseph Lemoine. Un nom qui n'avait à l'époque déclenché aucune alarme. C'était un chasseur respecté. Un propriétaire terrien, dont la famille vivait dans la vallée depuis des générations. Il avait été interrogé, comme des dizaines d'autres, mais avait fourni un alibi en béton. Il était en train de réparer une clôture à l'autre bout de la vallée avec 2 autres habitants, qui avaient confirmé son histoire. Un alibi trop parfait, peut-être. Un alibi de complice. Girard sentit un frisson le parcourir. Le mur du silence n'était pas passif. Il avait été activement construit. La décision la plus difficile fut d'appeler Claire. Comment annoncer une lueur d'espoir après 15 ans de ténèbres sans la briser? Il composa le numéro, la gorge nouée. Au début, Claire fut méfiante, habituée aux fausses pistes, et aux condoléances vides. Mais quand Girard lui parla de la cassette, de la voix de Léa, du visage de sa famille, un long silence s'installa à l'autre bout du fil. Puis, un son étranglé, un sanglot retenu pendant une décennie et demie. L'espoir, ce sentiment qu'elle avait appris à haïr, revenait avec une force dévastatrice. Ce n'était pas de la joie, mais une angoisse pure. La possibilité de connaître enfin la vérité était aussi terrifiante que la perspective de ne jamais savoir. Pour la première fois, la fin de son calvaire semblait possible. Girard savait que la cassette était sa seule chance. Il ne pouvait prendre aucun risque. Il contacta immédiatement l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale à Paris, le fleuron de la police scientifique française. Au téléphone, il expliqua la situation à un ingénieur spécialisé en analyse de supports magnétiques. L'expert fut prudent. Récupérer des données sur une bande VHS délibérément effacée était une tâche herculéenne, souvent impossible. Les informations magnétiques étaient probablement écrasées, détruites à jamais. Mais il accepta d'essayer. La cassette fut placée dans une mallette scellée et envoyée à Paris, comme la pièce à conviction la plus précieuse d'une enquête qui, officiellement, n'existait plus. L'avenir de l'affaire Dubois reposait désormais entre les mains de la science. Pendant que les experts parisiens commençaient leur travail méticuleux, Girard ne pouvait rester en place. Il sentit le besoin irrépressible de retourner à Valvierges. Pas en tant que gendarme menant une enquête officielle, mais en tant qu'observateur silencieux. Il prit sa voiture personnelle et remonta les routes sinueuses des Alpes. Le village n'avait pas changé. Les mêmes géraniums aux fenêtres, la même odeur de bois et de foin. Mais pour Girard, le paysage était devenu un décor de crime. Chaque visage qu'il croisait était celui d'un suspect potentiel, d'un gardien du secret. Il s'installa dans un café, observant les interactions, les regards qui se croisaient, les silences qui en disaient long. Il sentait la tension sous la surface, la nervosité que sa simple présence semblait raviver. Ses premières recherches discrètes lui apprirent une nouvelle qui le frappa comme un coup de poing. Joseph Lemoine, l'homme de la vidéo, était mort d'une crise cardiaque en 2008. 10 ans après les faits, la piste principale semblait s'être éteinte avec lui. La frustration menaça de submerger Girard. Mais il refusa d'abandonner. Un homme comme Lemoine ne garde pas un secret de cette ampleur seul. Il décida de rendre visite à sa veuve, Éliane Lemoine, une femme effacée qui avait toujours vécu dans l'ombre de son mari autoritaire. Il la trouva dans sa petite maison à l'écart du village, occupée à entretenir un jardin impeccable. Elle était le dernier maillon vivant, le reliant directement à l'homme de la cassette. La rencontre avec Éliane Lemoine fut un exercice de patience et de psychologie. Au début, elle fut sur la défensive, presque agressive, répétant que son mari était un homme bon, et qu'elle n'avait rien à dire. Girard ne la bouscula pas. Il lui parla doucement de la famille Dubois, de la petite Léa, et de son frère Simon. Il ne posa pas de questions directes sur un meurtre, mais sur cet été 1998, sur la tension qui régnait dans le village. Il vit alors une fissure dans son armure. Ses mains se mirent à trembler. Elle ne dit rien, mais ses yeux, remplis d'une peur vieille de 15 ans, étaient un aveu. Elle savait. Elle avait vécu avec cette terreur pendant toutes ces années. Le mur du silence n'était pas fait de loyauté, mais de peur. À Paris, dans un laboratoire stérile, les ingénieurs de l'IRCGN menaient une bataille contre le temps et la physique. Ils utilisaient une technique appelée microscopie à force magnétique. L'idée était de scanner la surface de la bande au niveau nanométrique, pour tenter de détecter les fantômes magnétiques, les traces résiduelles de l'enregistrement original,
qui n'avait pas été complètement effacé par la surimpression. C'était un travail d'une lenteur extrême, millimètre par millimètre. Chaque jour, Girard appelait pour avoir des nouvelles. Et chaque jour la réponse était la même. Nous travaillons, commandant. C'est un processus long. L'attente était insupportable, un supplice qui s'étirait, mettant ses nerfs et ceux de Claire à rude épreuve. Pour Claire, cette attente était une forme de torture qu'elle n'avait pas connue depuis les premières semaines de la disparition. Le monde s'était de nouveau arrêté. Elle avait quitté son travail, incapable de se concentrer, passant ses journées aérées dans son appartement, le téléphone à la main. Chaque sonnerie la faisait sursauter. Elle se repassait en boucle les scénarios les plus horribles, mais pour la première fois, elle sentait qu'elle approchait de la fin. Elle se préparait mentalement à entendre l'inconcevable, car elle savait que la vérité, quelle qu'elle soit, serait préférable à ce vide qui l'avait rongée pendant 15 ans. Elle voulait juste pouvoir leur dire au revoir, leur offrir une sépulture, et enfin peut-être, commencer à vivre à nouveau. Plus d'un mois s'était écoulé. Le silence du laboratoire commençait à peser lourdement, et même Girard sentait l'espoir s'effriter. Il était dans son bureau, tard dans la nuit, en train de relire une énième fois le dossier Dubois, quand son téléphone vibra sur la table. Un numéro inconnu de la région parisienne. Il décrocha, le cœur battant. C'était l'ingénieur en chef de l'IRCGN. Sa voix était calme, professionnelle, mais Girard décela une pointe d'excitation contenue. « Commandant Girard, nous avons quelque chose. Ce n'est pas grand-chose, quelques fragments audio et vidéo, très dégradés. Mais je pense que vous devriez venir. Il y a une voix. Et un son. Un son que vous devez entendre par vous-même. » Le silence qui suivit fut lourd de promesses et de menaces. La vérité commençait enfin à parler. Le voyage vers Paris fut un purgatoire silencieux pour le commandant Girard. Chaque kilomètre parcouru sur l'autoroute le rapprochait d'une vérité qu'il avait traquée pendant 15 ans, et il se sentait à la fois exalté et terrifié. Dans le laboratoire stérile de l'IRCGN, l'ambiance contrastait violemment avec la nature sauvage et brute de Valvierges. L'ingénieur, un homme d'une quarantaine d'années aux yeux fatigués mais brillants d'intelligence, l'accueillit avec une gravité solennelle. Il ne fit pas de grands discours. Il pointa simplement un écran où des formes indistinctes et des couleurs délavées dansaient dans un brouillard numérique. « Nous avons pu stabiliser quelques secondes, commandant, » dit-il. « Ce n'est pas l'image qui est la plus parlante, c'est le son. Écoutez attentivement. » L'attente était insoutenable. Le silence du laboratoire semblait contenir toutes les angoisses du monde. L'ingénieur lança la séquence. Sur l'écran, des fragments d'images fantomatiques montraient le sol de la forêt, des feuilles, puis un rocher. On ne distinguait aucun visage. Mais l'audio, bien que parasité, était glaçant. On entendit d'abord la voix claire et excitée du petit Simon. « Papa, regarde! Une porte secrète dans la pierre. » Puis, presque immédiatement une autre voix, grave et dure, une voix d'homme que Girard ne reconnut pas tout de suite, aboya. « Qu'est-ce que vous foutez là? C'est une propriété privée. » Le ton n'était pas celui de quelqu'un qui surprend des randonneurs, mais celui de quelqu'un dont le sanctuaire vient d'être violé. Et puis, le son qui allait tout changer. Un clic métallique, sec et sans équivoque. Celui d'une sécurité de fusil de chasse qu'on désengage. La séquence s'arrêta là, laissant place à un silence assourdissant. Ce clic résonna dans l'esprit de Girard comme un coup de tonnerre. C'était la pièce manquante, le son qui donnait un sens à tout le reste. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une fugue. C'était une confrontation qui avait dégénéré. Le fusil de chasse, cela le ramena instantanément à Joseph Lemoine, le chasseur, l'homme de la vidéo. Mais Lemoine était mort. Et surtout, il n'était sûrement pas seul. Girard se précipita vers les archives de son propre dossier. L'alibi de Lemoine. Il l'avait fourni avec 2 autres hommes, 2 amis de chasse, Pierre Tissot et Alain Bernard. À l'époque, leurs témoignages concordants avaient suffi à les écarter de la liste des suspects. Aujourd'hui, cet alibi ne ressemblait plus à une coïncidence, mais à une conspiration. Les 3 hommes n'étaient pas en train de réparer une clôture. Ils étaient ensemble, face à la famille Dubois. Girard savait qu'il marchait sur une corde raide. Il ne pouvait pas encore lancer d'accusations formelles basées sur un son fragmentaire et une intuition. Il lui fallait briser le pacte qui liait ces hommes depuis 15 ans. Il retourna à Valvierges, mais cette fois son objectif était clair. Il n'allait pas interroger Tissot et Bernard, 2 vieillards têtus et respectés qui n'iraient jusqu'à la mort. Non, il allait utiliser le maillon faible, la personne qui avait le plus souffert du silence et du mensonge, la veuve, Éliane Lemoine. Elle avait vécu pendant 10 ans aux côtés d'un homme qui portait un secret monstrueux. Elle était la clé, la fissure dans le mur de silence que la peur avait érigé.
Il devait la convaincre que la vérité, aussi terrible soit-elle, était moins lourde à porter que le poids de ce mensonge. Il la retrouva dans son jardin, les mains dans la terre, comme si elle cherchait à s'ancrer dans quelque chose de pur. Girard s'approcha lentement, sans agressivité. Il ne lui montra pas les images, mais il lui décrivit le son, le clic du fusil de son mari. Il lui parla de la voix du petit Simon, pleine d'innocence, juste avant l'horreur. Il vit le visage d'Éliane se décomposer. Ses épaules s'affaissèrent, sa mâchoire se mit à trembler. Elle ne dit rien pendant de longues minutes, fixant un point invisible dans le lointain. Puis, son corps fut secoué par un spasme. Les larmes qu'elle retenait depuis 15 ans se déversèrent enfin, des larmes de chagrin, de culpabilité et de terreur. Elle n'avoua pas le crime, mais elle lui donna ce qu'il était venu chercher, la prochaine pièce du puzzle. Elle ne parla pas du crime, pas directement. La peur était encore trop forte. Mais entre deux sanglots, elle murmura quelque chose à propos de la méticulosité obsessionnelle de son mari. Joseph, dit-elle, notait tout. Absolument tout. Surtout ses parties de chasse. Elle parla d'un « cahier de chasse », un simple carnet, dans lequel il consignait les dates, les lieux, le gibier abattu, et surtout, le nom de ses compagnons. Elle ne savait pas s'il existait encore, mais elle se souvenait qu'il ne le gardait jamais, à la maison. Il le cachait dans leur vieille cabane de chasse, une petite bâtisse délabrée haut dans la montagne, un lieu que personne ne visitait plus depuis sa mort. Pour Girard, cette révélation était une bombe. Un document écrit, une preuve potentiellement tangible, existait peut-être encore, attendant dans l'ombre, depuis toutes ces années. Avec une discrétion absolue, Girard monta une petite opération avec 2 gendarmes de confiance venus de l'extérieur. Ils se rendirent à la cabane de chasse au lever du jour. Le lieu était figé dans le temps, couvert de poussière et de toiles d'araignée. La cabane sentait le bois froid, et les secrets. Après 1 heure de recherche méthodique, l'un des gendarmes trouva le carnet, coincé entre 2 planches du plancher. Le cœur de Girard battait à tout rompre tandis qu'il l'ouvrait. Il tourna les pages jusqu'à la date fatidique d'août 1998. L'entrée était là. Mais elle avait été vandalisée. Les noms de ses compagnons avaient été grattés avec une violence rageuse, laissant un trou dans le papier fin. La déception fut immense, mais de courte durée. En inclinant la page à la lumière, Girard vit quelque chose. La pointe du stylo avait marqué la page suivante. En relief, à peine visible, se dessinaient les noms. Tissot. Bernard. Armé des noms gravés sur le papier, le commandant Girard savait qu'une confrontation frontale serait un échec. Pierre Tissot et Alain Bernard, endurcis par 15 ans de mensonges, n'avoueraient rien sous la pression. Il choisit une approche plus subtile, psychologique. Il se rendit d'abord chez Alain Bernard, le plus jeune des deux, un homme dont la nervosité était palpable, même dans les gestes les plus simples. Girard ne l'accusa pas. Il posa le carnet de chasse sur la table de la cuisine, ouvert à la page d'août 1998. « Je cherche juste à comprendre, Alain, dit-il calmement. Joseph Lemoine a gratté des noms ici. Je pense que vous pouvez m'aider à me souvenir. » Le visage de Bernard devint cireux. Ses mains se mirent à trembler. Le mur du silence commençait à se fissurer sous le simple poids du passé. Le déni de Bernard fut faible, presque pathétique. Il balbutia des excuses, prétendit ne plus se souvenir. Girard ne le pressa pas. Il sortit simplement son téléphone et joua le fragment audio récupéré de la cassette. La voix innocente du petit Simon, suivie du cri de colère et du clic métallique du fusil, emplit la petite cuisine. Ce fut le coup de grâce. Alain Bernard s'effondra sur sa chaise, le visage entre les mains, son corps secoué de sanglots silencieux qui semblaient venir du plus profond de son âme. Le son de cet enfant, suivi du bruit de la mort, avait brisé une digue qu'il avait mis 15 ans à construire. La vérité, retenue si longtemps, commença à se déverser dans un flot chaotique de mots et de larmes. Le fardeau était devenu trop lourd à porter. La confession d'Alain Bernard n'était pas celle d'un monstre, mais celle d'un homme faible, pris dans un engrenage fatal. Il expliqua que Joseph Lemoine, Pierre Tissot et lui-même menaient depuis des années une opération de contrebande, utilisant un réseau de grottes connu d'eux seuls, pour stocker des marchandises passées depuis l'Italie voisine. C'était leur secret, leur assurance pour une retraite confortable. La famille Dubois n'était qu'un accident terrible. Le petit Simon, en s'éloignant du sentier, était tombé par hasard sur l'entrée de leur cachette principale, camouflée par des branchages. C'était le pire scénario possible. Leur monde secret venait d'être exposé par le plus innocent des regards, et la panique s'était emparée d'eux, une panique aveugle et meurtrière. Il décrivit la scène avec une précision glaçante. Marc Dubois, voyant son fils près de l'entrée, s'était approché.
Joseph Lemoine, le plus impulsif et le meneur du groupe, était sorti de l'ombre, le fusil à la main. La confrontation fut brève et violente. Marc, architecte méthodique et homme de loi, comprit immédiatement la nature illégale de la situation et déclara qu'il devait le signaler. Pour Lemoine, c'était une menace existentielle. Il ne voyait pas un touriste, mais la fin de sa vie, la prison, la honte. Dans la tension extrême, alors qu'Hélène criait à ses enfants de revenir, Lemoine a levé son arme. Ce n'était plus une discussion, c'était une impasse mortelle au cœur de la forêt, à quelques mètres seulement d'un sentier où d'autres familles se promenaient. Le point de non-retour fut le premier coup de feu. Dans un accès de rage et de panique, Lemoine tira sur Marc, qui s'effondra. Les cris d'Hélène et de Léa brisèrent le silence de la montagne. À cet instant, Bernard et Tissot comprirent qu'il était trop tard. Ils n'étaient plus des contrebandiers, ils étaient complices d'un meurtre. La logique froide de la survie prit le dessus. Ils ne pouvaient laisser aucun témoin. Bernard, en larmes, raconta comment ils avaient maîtrisé Hélène et les 2 enfants, terrifiés et en état de choc. La suite fut une boucherie silencieuse et efficace, une exécution menée par des hommes qui connaissaient la montagne et savaient comment faire disparaître toute trace. La caméra de Léa, qui avait tout filmé, fut la dernière chose qu'ils remarquèrent. Leur plan de dissimulation fut aussi méthodique que le crime avait été chaotique. Ils transportèrent les 4 corps dans les profondeurs du réseau de grottes. Lemoine, le plus calculateur, prit la cassette VHS, et de retour chez lui, effaça méticuleusement les dernières minutes, celles qui contenaient l'horreur. Quelques jours plus tard, profitant de leur statut de chasseurs et de connaisseurs de la montagne, ils organisèrent une purge de sécurité sur une paroi rocheuse, prétextant un risque d'éboulement. Personne ne se méfia. Ils utilisèrent des explosifs, non pas pour sécuriser la zone, mais pour sceller à jamais l'entrée de la grotte, ensevelissant la famille Dubois, et leurs terribles secrets sous des tonnes de roches, transformant leur tombe en une partie indiscernable du paysage alpin. Guidés par les indications d'un Alain Bernard Brisé, les gendarmes et une équipe de spéléologues se rendirent sur les lieux. La paroi rocheuse semblait intacte, un mur de pierre comme il en existait des milliers dans la vallée. Mais Bernard pointa un endroit précis, une cicatrice dans la roche que seul un œil averti pouvait remarquer. L'excavation commença, lente et solennelle. Pendant 2 jours, les machines percèrent la pierre, dans un silence respectueux uniquement troublé par le bruit des outils. Puis, ils percèrent. Derrière les tonnes de débris, une cavité sombre s'ouvrit. Les premiers restes humains furent découverts quelques heures plus tard. 15 ans après leur disparition, la famille Dubois avait été retrouvée. La vérité, aussi insoutenable soit-elle, était enfin sortie de la terre. Le mystère de Valvierges était résolu. La nouvelle de la découverte des corps et de la confession d'Alain Bernard frappa Valvierges avec la violence d'un cataclysme. L'arrestation de Pierre Tissot, le dernier complice vivant, se déroula au petit matin, sous les regards incrédules des voisins qui voyaient ce vieil homme, figure respectée de la communauté, être emmené par les gendarmes. La stupeur laissa place à un sentiment de trahison collective. Les hommes qui avaient participé aux recherches en 1998, qui avaient offert leurs condoléances et partagé la peine apparente du village, étaient les bourreaux. Ce n'était pas un monstre venu de l'extérieur qui avait détruit la famille Dubois, mais des visages familiers, des voisins, des amis. Le silence de la vallée n'était plus un mystère, c'était une honte. La façade idyllique de Valvierges s'était effondrée, révélant la pourriture qui la rongeait de l'intérieur. Le procès de Tissot et Bernard fut un événement national, mais pour Valvierges, ce fut une thérapie de choc public. Dans le box des accusés, les 2 vieillards offraient un contraste saisissant. Bernard, voûté et rongé par les remords, avouant chaque détail sordide. Tissot, droit et silencieux, muré dans un déni arrogant jusqu'à la fin. La diffusion des fragments de la cassette dans la salle d'audience fut un moment d'une intensité insoutenable. Entendre la voix du petit Simon, suivi du clic fatal, fit basculer l'opinion publique, et scella le sort des accusés. Condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, leur peine ne pouvait effacer le crime, mais elle offrait une forme de justice tardive. Pour le monde, c'était la fin d'une affaire. Pour les habitants de Valvierges, c'était le début d'un long et douloureux examen de conscience. Pour Claire, la confirmation de la vérité fut à la fois une libération et une torture. Le cauchemar de l'incertitude était terminé, mais il était remplacé par les images insoutenables de la fin de sa famille. Pourtant, la découverte des corps lui offrit ce qu'elle avait attendu pendant 15 ans. La possibilité de faire son deuil. Les funérailles de la famille Dubois eurent lieu dans la plus stricte intimité, loin des caméras. Pour la première fois, il y avait des cercueils à pleurer, une tombe où se recueillir. En déposant une fleur sur les 4 sépultures, Claire sentit un poids immense, le poids de 15 années d'attente, de colère et d'espoir insensé, quitter ses épaules. La douleur était immense,
Mais c'était une douleur saine, une douleur qui pouvait enfin commencer à cicatriser. Elle pouvait enfin leur dire au revoir. Valvierge ne serait plus jamais la même. Le village dut faire face à son reflet dans le miroir, celui d'une communauté qui avait choisi le silence par peur, par lâcheté, ou par une loyauté mal placée. Les familles des coupables furent ostracisées, mais le malaise était plus profond. Chacun se demandait, aurais-je dû voir quelque chose? Aurais-je dû parler? La vérité avait un coût. Elle brisa des amitiés, créa des divisions qui mettraient des générations à se résorber. Le village, autrefois fier de sa tranquillité, portait désormais la marque indélébile de sa complicité passive. La mémoire de la famille Dubois devint un rappel permanent que la paix construite sur un mensonge n'est qu'une illusion, un château de cartes, prêt à s'effondrer au moindre souffle de vérité. Le commandant Girard, lui, trouva une forme de rédemption amère. La résolution de l'affaire Dubois n'apporta aucune joie, seulement le soulagement d'un devoir accompli. Il avait porté l'échec de cette enquête comme une blessure personnelle pendant des années. En fermant le dossier, il fermait aussi un chapitre douloureux de sa propre vie. Il retourna une dernière fois sur les lieux, devant l'entrée de la grotte désormais scellée par le béton. La montagne n'était plus un tombeau anonyme, mais un lieu de mémoire. Il ne ressentait ni triomphe ni fierté, mais une profonde tristesse pour les vies détruites, et une paix sombre, celle de l'homme qui a regardé l'abîme, et qui en est revenu avec la vérité. Les fantômes de la famille Dubois pouvaient enfin reposer en paix, et les siens aussi. L'héritage de cette tragédie est complexe. La grotte, connue de tous, n'est jamais devenue un lieu de pèlerinage morbide. Au contraire, elle est entourée d'un respect silencieux, une cicatrice visible dans le paysage que les habitants ont appris à intégrer à leur histoire. Le nom Dubois n'est plus chuchoté comme une légende effrayante, mais prononcé avec une gravité solennelle. Il rappelle à tous que derrière la beauté des cartes postales peuvent se cacher les secrets les plus sombres, et que la vérité, même enfouie sous des tonnes de pierres et 15 années de silence, finit toujours par trouver un chemin vers la lumière. La vallée a appris à ses dépens que certains secrets ne s'effacent pas avec le temps. Ils attendent simplement que quelqu'un ait le courage de les écouter. Aujourd'hui à Valvierge, le silence a changé de nature. Ce n'est plus le silence lourd et coupable d'un secret partagé, mais le silence respectueux du deuil et de la mémoire. Le nom Dubois n'est plus un tabou, mais une cicatrice que la communauté a appris à porter. Les touristes continuent de venir, mais les habitants, eux, ne voient plus leur vallée de la même manière. Ils voient la faille sous la beauté, la fragilité derrière la solidité des montagnes. Le procès a forcé chaque famille à un examen de conscience, à se demander ce qu'elle savait, ce qu'elle soupçonnait, et pourquoi elle avait choisi de se taire. La vérité n'a pas guéri la vallée, elle l'a transformée, la forçant à abandonner son innocence pour une sagesse plus sombre et plus honnête, acquise au prix de 4 vies innocentes. Il n'y a pas de mémorial en pierre ni de statue pour la famille Dubois à l'entrée du sentier. Leur souvenir est honoré d'une manière plus discrète et plus profonde. Chaque année au mois d'août, Claire revient. Elle n'est plus la femme hantée qui cherchait des réponses, mais une gardienne de la mémoire. Elle marche sur le sentier, s'arrête près de l'endroit où tout a basculé, et y dépose 4 fleurs sauvages. Parfois, quelques habitants se joignent à elle, en silence. Le véritable mémorial de la famille Dubois n'est pas un objet, mais cet acte de souvenir, cette reconnaissance que leur histoire fait désormais partie intégrante de l'identité de Valvierge. Le plus grand hommage qui leur a été rendu est la restitution de leur histoire, arrachée au silence et à la terre qui les avait engloutis. Le cas Dubois est devenu un exemple emblématique dans les annales de la criminologie française, non seulement pour sa brutalité, mais pour la manière dont il a été résolu. Il a démontré que le temps n'efface rien, il ne fait que recouvrir. La ténacité d'une sœur aimante et l'obsession d'un gendarme qui refusait d'oublier, ont été les moteurs humains de cette quête. Mais c'est une technologie presque obsolète, une simple cassette VHS, qui a fourni la clé. Cette histoire est un rappel puissant qu'à l'ère du numérique, les fantômes du passé peuvent ressurgir des supports les plus inattendus. Elle prouve qu'aucun